Chers téléspectateurs, bonjour, merci d'avoir choisi la RTC et bienvenue dans ce bulletin d'information. À Saint-Louis, les habitants de Pikine Tableau-Wallo suffoquent, étouffés par les odeurs nauséabondes des eaux usées stagnantes affectant la santé publique. L'état déplorable des rues et ruelles rend la mobilité difficile. Excédé, les populations interpellent les autorités et réclament l'achèvement des travaux d'assainissement entamés depuis plusieurs mois. Je vous propose de suivre ce reportage de Sophie Dramé. Au quartier Pikine Tableau-Wallo, le réseau d'assainissement existant est défectueux. Les eaux usées pluviales et domestiques ne circulent plus, favorisant ainsi beaucoup de difficultés pour les populations au plan sanitaire et de la mobilité. Depuis 2013, on vit ça. Ce matin, on s'est réveillé, on a vu la situation du quartier. On a dit que nous allons faire un cri de cœur de notre situation. Depuis 2013, on vit ce quotidien. Il y a les maladies, nos enfants sont malades. Là, on a des problèmes genre de passage. Personne, même pour le transport, quand tu demandes au taximan de venir ici au niveau de Tableau-Wallo, ils refusent d'entrer dans ce quartier. Elle invite ainsi les autorités compétentes à plus de responsabilités. Nous demandons de l'aide au niveau du mairie et de l'État. Les autorités qu'ils fassent le travail parce qu'on les a élus pour soutenir la population. Pour nous soutenir, ils doivent réflexionner ou bien nous venir à l'aide pour le quartier. Malgré les cris des populations, aucune opération n'a été menée depuis des années. Et pendant ce temps, les habitants de Djibo complémentaire et de Kadjalang, cité Peul à Ziguinchor, lancent un cri d'alerte. Ils font face à de nombreux problèmes, litiges fonciers, lotissements inachevés, routes impraticables et manque d'infrastructures sociales. Les populations demandent une réaction rapide des autorités municipales. Je vous propose de suivre Madia Diop Sané. Il est le président de Vision Citoyenne au micro de Aïssatou Badji. L'arrivée de Ousmane Sonko qui avait dit qu'il n'a pas vu de document attestant qu'il y a eu l'autorisation de lotir le quartier de Cité Peul et Djibo complémentaire. Mais après lui, le maire qui était venu, c'est le maire Djibril Sonko. Les problèmes sont faits pour être gérés. L'existence de l'homme est inhérente aux problèmes, il y aura tout le temps des problèmes. Et pour les questions foncières, malheureusement, nous avons vu que certaines autorités ont peur de la question foncière et qu'elles ne doivent pas avoir peur de la question foncière parce qu'elle est dans leurs compétences transférées. Donc c'est à elles, en tant qu'autorité, de tout faire pour régler ce problème-là. Les populations de Djibo complémentaire et Cité Peul, depuis 2013 jusqu'à 2025, ça fait 12 ans. Et avant même 2013, elles étaient là en train d'attendre. Mais pourquoi ces populations-là, depuis lors, on ne peut pas leur donner un document attestant que telle eau vous a été affectée? On se pose la question. Si le maire il est incompétent de le faire, autant nous confier le dossier. Nous au moins on osera faire quelque chose. On n'a pas élu des gens pour qu'ils soient des poltrons. On n'a pas élu des gens pour qu'ils fuissent des questions. On a élu des gens pour qu'ils règlent nos problèmes. Et ils doivent régler nos problèmes. Ils doivent savoir qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable sénégalais. Vous devrez être au service des communautés et non à vos propres services. On vous a élu pour être au service de ces communautés-là qui, de part et d'autre, chaque fois crient le ras-le-bol. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Le maire de Ziguinchor, vous avez vu qu'on lui jette beaucoup d'opprobre. Pourquoi on lui jette de l'opprobre? C'est parce que c'est dans sa démarche. C'est comme s'il n'était pas prêt à devenir maire de Ziguinchor. Les détournements de fonds publics révélés par les récents audits continuent de faire réagir alors que plusieurs hauts fonctionnaires sont cités dans les rapports des services dédiés de l'État. Les citoyens, eux, réclament justice et appellent à des réformes fortes pour mettre fin à ces pratiques qui freinent le développement du Sénégal. Voyons tout cela dans ce reportage de Lamine Goudjabi. Les audits menés ces dernières années par différents corps de contrôle ont révélé des détournements de fonds publics. La plupart des personnes mises en cause sont de hauts fonctionnaires ou des agents de l'État. Cette situation a provoqué de nombreuses réactions chez les citoyens. Je trouve que ce n'est pas du tout normal. Les aînés doivent donner le bon exemple d'abord, ensuite pour que les futures générations puissent continuer sur ce chemin. Mais si les aînés
font du mal et qui ne nous montrent pas le bon chemin. Comment nous, les jeunes, on pourrait faire? Mais ce qui est collectif, qui appartient à la société, ce n'est pas à ta famille, c'est pour tout le monde. Beaucoup de citoyens restent fermes sur la question des détournements. Celui qui vole doit rembourser la totalité de l'argent volé. Certaines fortunes accumulées ici sont inacceptables, car personne ne peut honnêtement occuper un emploi qui rapporte des milliards. C'est indigne de prendre les biens publics parce qu'une minorité ne peut pas partager l'argent du peuple. C'est pas bien. Il demande que la justice poursuive les responsables pour mettre fin à ce fléau. Ceux qui volent les biens du peuple doivent aller en prison au lieu de condamner des innocents pour des paroles. Ce sont bien les voleurs de l'argent public qui méritent d'être enfermés. Ces vautours ne méritent même pas un bracelet électronique. Leur place, c'est derrière les barreaux. Des fonctionnaires de haut niveau sont cités dans les rapports d'audit, soit pour avoir détourné de l'argent, soit pour avoir facilité ces pratiques aux politiques. Les citoyens appellent donc à renforcer les contrôles pour éviter ces détournements qui freinent le développement du pays. Et nous parlons, mesdames et messieurs, tout à fait autre chose. À Bambey, les artisans ont décidé de se regrouper pour mieux avancer. Ils ont créé une coopérative productive et solidaire afin de renforcer plutôt leur autonomie, devenir des acteurs clés, participer au développement économique aussi bien local que national. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a été sur place pour officialiser cette initiative qu'il a vivement saluée, contre Andy Malik Ning. À Bambey, les artisans franchissent une nouvelle étape de leur organisation. Réunis en coopérative productive solidaire, ils attendent unir leurs forces pour mieux valoriser leur savoir-faire et améliorer leurs conditions de vie. Et compte tenu des difficultés, des nombreuses difficultés auxquelles l'ensemble des acteurs sont confrontés, nous avons préconisé une approche coopérative pour l'ensemble des acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, la production individuelle va être renforcée, mais également, grâce au système de mutualisation, il y aura une production solidaire. C'est pourquoi on les appelle coopératives productives solidaires. Selon lui, les coopératives productives solidaires représentent une réponse concrète à la problématique de l'emploi des jeunes. L'impact sur l'emploi des jeunes, c'est de réaliser très rapidement, au minimum par année, les 500 000 emplois qu'on avait l'habitude d'entendre, mais qui était jusque-là un rêve. Je donne un exemple. Avec les CPF de pavage, qui vont commencer dès demain à Kébémer, nous allons réaliser 4600 emplois dans les 46 départements. Motivés et engagés, les artisans affirment leur volonté de participer activement à l'autonomisation du pays à travers leurs différents métiers. Lorsqu'on met en place des coopératives productives et solidaires, les différentes filières telles que la métallurgique, le textile et le BTP doivent y trouver leur intérêt. Par exemple, lorsqu'il s'agit de construire des classes, c'est le secteur du BTP qui doit obtenir le marché de la construction, tandis que la filière métallurgique peut s'occuper de la fabrication des portes et des tablements. Au-delà de Bambey, le ministre poursuit sa tournée d'installation des coopératives à travers l'ensemble du territoire national dans une dynamique de promotion de l'économie sociale solidaire. Direction Matam dans le cadre du projet de résilience pour le développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, des ateliers de renforcement de capacité à l'endroit des professionnels de l'information et de la communication se sont tenus à Matam. L'objectif est de permettre aux journalistes de mieux comprendre les enjeux du projet afin de mieux les relayer. Cette session de formation ciblait les professionnels des médias venus des régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. Le compte-rendu signé Oumar Sall. Des ateliers de renforcement de capacité à l'endroit des professionnels de l'information et de la communication se sont tenus à Matam dans le cadre du projet de résilience pour le développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Le PRDC, en collaboration avec la Banque mondiale, mais aussi en collaboration avec le CFPT, a pensé réunir ici
à Matam durant 2 jours après l'atelier avec les radios communautaires. Les localiers des régions de Tambacounda, Saint-Louis et Matam, zone d'intervention du projet, pour mieux les outiller, mais aussi recueillir leurs avis, recueillir leurs suggestions et puis élaborer avec eux aussi des pistes de collaboration. Le consultant formateur Martin Faye est revenu sur les sections évoquées. Nous avons essayé de revisiter ce qui est la base des interventions des médias dans le domaine des changements climatiques, dans le domaine de la cohésion sociale, dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce sont ces 3 thématiques que nous avons essayé de développer, partager notre modeste expérience avec les intervenants. Les participants ont salué les échanges et le partage d'expériences qui ont marqué l'atelier. Ces 2 jours, nous avons eu quand même à être capacités sur, entre autres notions, concepts liés au changement climatique, les violences, et également on est revenu sur les objectifs du PRDC, ces zones d'intervention, ces réalisations. Aujourd'hui, on peut dire que ces 2 jours d'atelier nous a permis d'être prêts, d'être outillés alors pour rendre visibles les réalisations du projet à travers nos différents reportages. Cette session de formation a ciblé les professionnels des médias venus des régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. L'objectif est de permettre aux journalistes de mieux comprendre les enjeux du projet afin de mieux les relayer. Et c'est ce compte rendu qui met fin à ces flashs d'information. L'info continue également sur la voie locale. Merci, mesdames et messieurs, de votre aimable attention.